3 heures en Côte d'Ivoire, c'est l'heure du dernier point de l'information. Madame, monsieur, bonsoir. Le RDR favorable au parti unifié, les militants du Rassemblement des Républicains ont adopté hier au cours de leur 4e congrès extraordinaire les tests fondateurs du projet de création du parti unifié RHDP. Dans l'actualité également, l'atelier organisé par le Trésor public à l'attention des acteurs de recouvrement. L'objectif est d'augmenter le taux de recouvrement des amendes forfaitaires et judiciaires, jusque-là trop faibles. En Tunisie, les bureaux de vote ont fermé. Ce dimanche avait lieu dans le pays les premières municipales depuis la Révolution. Faible participation enregistrée pour ce scrutin pourtant très attendu. Moins de 34% des Tunisiens sont allés au vote. Bienvenue dans votre édition. Le 4e congrès extraordinaire du RDR, Rassemblement des Républicains, s'est tenu hier samedi au Palais des Sports à Treichville. Palais des Sports archi-comble à l'occasion. Le président d'honneur du RDR, Alassane Ouattara, a pris part à ce grand rassemblement autour donc de la création du parti unifié. Viviane Aïmé nous propose de retourner au temps fort de la cérémonie de clôture. Après la cérémonie d'ouverture suivie des travaux en commission, le 4e congrès extraordinaire du RDR a été marqué en clôture par l'adresse du président d'honneur du parti, le président Alassane Ouattara. Une intervention qui est venue consolider les conclusions du congrès quant à la nécessité d'aller au parti unifié, sur la forme que prendra l'union qui sera réalisée, sur la construction du parti unifié qui va démarrer bientôt, sur le soutien des candidatures pour l'élection présidentielle de 2020. Tout d'abord, sur la nécessité d'aller au parti unifié. Le parti unifié, je dirais, est une chance pour nous et pour les générations à venir. C'est dans le parti unifié que nous consoliderons la paix et que nous préserverons durablement les acquis de notre gouvernance, le développement de notre pays et l'unité nationale. L'égoïsme ne mène nulle part, mais la solidarité donne toujours des résultats satisfaisants. Sur la forme de l'union qui sera réalisée, le président d'honneur du RDR est clair sur la question. Il ne s'agit pas d'une fusion des partis. Je sais que certains parmi vous ont encore des doutes, des incompréhensions. Je sais même que certains sont même réticents quant à l'idée du RHDP. Je vous demande de me faire confiance et je voudrais vous rassurer que le RDR ne disparaîtra jamais. Aucun parti membre du RHDP ne disparaîtra, car nous avons pris les dispositions et cela a été reflété cet après-midi dans les statuts, que tous les partis membres du RHDP figureront dans le logo du RHDP. Oui, nous figurerons tous dans le logo du RHDP. Donc, nos partis ne disparaîtront pas. En réalité, ce qui se développe, c'est les retrouvailles des enfants de Félix Houphouët-Boigny pour bâtir la Côte d'Ivoire dans la paix, dans l'union, la discipline et le travail pour des décennies et des décennies. Vous pouvez me faire confiance, je n'accepterai jamais la mort subite du RDR, comme certains l'ont fait penser. L'heure est désormais à la formation du parti unifié. Le président d'honneur du RDR en a spécifié le processus. Maintenant que nous avons les textes fondateurs et l'accord politique, et conformément à la volonté exprimée par nos militants, je demande à la direction du RHDP de procéder au dépôt des textes au ministère de l'Intérieur pour créer le RHDP.
Et pour la consolidation du RHDP, je propose l'organisation du congrès constitutif du RHDP dans les meilleurs délais pour nous permettre d'asseoir le RHDP dans toutes les régions de notre pays. Sur le soutien des candidatures à l'élection présidentielle de 2020 au sein du Parti unifié, le président d'honneur du RDR clarifie le débat. Une élection présidentielle se prépare plusieurs années à l'avance. Et je voudrais insister pour dire que ce congrès constitutif devra poser les bases du choix de notre futur candidat à l'élection présidentielle de 2020. Et comme convenu, dans l'accord politique signé par tous les responsables des partis membres du RHDP le 12 avril dernier, ce choix sera démocratique, car le RHDP, c'est la démocratie. Et j'ai toujours indiqué que tout le monde pourra être candidat en 2020. Oui, donc n'ayez nulle crainte que personne ne se sente exclu. La démocratie jouera pour que ce soit vous, les congressistes, vous qui allez désigner le candidat que nous présenterons tous ensemble pour les élections présidentielles de 2020. Et je voudrais insister pour dire que le meilleur d'entre nous sera désigné comme le candidat unique du RHDP. Au sortir de ce 4e congrès extraordinaire, le RDR est donc prêt pour entrer de plein pied dans le parti unifié qui se dénommera RHDP. Le président d'honneur du RDR a fait savoir que l'UPC, un des partis signataires de l'accord politique pour la création du parti unifié, a pris la décision de ne plus faire partie du RHDP. Mais la porte du RHDP n'est pas fermée. Le parti unifié se fera avec tous ceux qui le voudraient, a-t-il à nouveau fait comprendre. Voilà, le RDR donc favorable au parti unifié. Les militants du Rassemblement des Républicains ont adopté hier, au cours de leur 4e congrès extraordinaire, les textes fondateurs du projet de création du parti unifié RHDP. Notez que le président d'honneur Alassane Ouattara a annoncé un congrès constitutif du RHDP pour très bientôt. On en parle avec Ahmed Traoré et Yabou Sanogo. Les congressistes ne se sont pas fait prier pour adopter les résolutions sorties des travaux en commission. Les textes fondateurs du parti unifié RHDP et le rapport général ont été adoptés à main levée, sans vote à bulletin secret. Une mobilisation au service du RHDP pour une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire en paix et une Côte d'Ivoire au travail. Et le président était clair, l'appel a été lancé. Et je pense que toute personne épris de paix viendra rejoindre les rangs du parti unifié. Moi particulièrement, je n'étais pas pour le parti unifié parce qu'on était encore dans la nostalgie du parti du RDR et le président vient de donner un discours fort, un discours vraiment beaucoup plus éclaireur. Aujourd'hui, nous sommes aptes à aller dans un parti unifié. Nous ne souhaitons que la paix pour ce pays-là. C'est pour cela que nous avons adhéré, nous avons adopté et ce parti unifié verra bien le jour. Nous sommes prêts à aller au parti unifié très très bientôt. Nous attendons seulement le mot de départ pour que nous allons en parti unifié. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a passé un message très fort. Il appartient aux uns et aux autres de se mettre dans le navire de la paix conduit par le président Alassane Ouattara et son aîné, le président Aimé Henri Konan Bédié. Les dirigeants du parti ont invité les militants à laisser de côté toutes les supputations et d'adopter le document relatif au projet de création du RHDP unifié. Nous souhaitons renforcer dans la conviction que le président de la République de Côte d'Ivoire, notre président d'honneur, est dans la vision. Dans la vision d'un parti unifié qu'est le RHDP. C'est pour la Côte d'Ivoire tout entière. Le RHDP est créé, c'est un parti et il revient à tous les partis de venir adhérer à ce parti.
À ce titre, la clôture a été ponctuée par plusieurs motions de soutien au projet de création du Parti unifié, de félicitations et d'encouragement au président d'honneur du RDR. Considérant que la création du Parti unifié est gage de paix et de stabilité durable de la Côte d'Ivoire, nous, militants du RDR, félicitons les présidents des partis membres du RHDP pour leur aptitude à travailler ensemble. Nous, militants du RDR, réunis en congrès extraordinaire, félicitons le président d'honneur du RDR, le président Alassane Ouattara, pour sa clairvoyance et son leadership. Exprimons notre gratitude et notre admiration au président d'honneur du RDR, le président Alassane Ouattara, et nous renouvelons notre indéfectible attachement. Le premier vice-président du RDR, Amadou Gon Coulibaly, a affirmé que le projet de création du Parti unifié date de la mise en place de la plateforme RHDP en 2005. Henriette Dagri Diabaté, la présidente du RDR, a rassuré les militants. L'avènement du Parti unifié RHDP ne fera pas disparaître le RDR. Un congrès constitutif pour la formation du RHDP est annoncé. Direction Yamoussoukro pour évoquer un tout autre sujet. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, était il y a quelques jours l'hôte des rois et chefs traditionnels. Sansan Kambile a été invité par les têtes couronnées pour mieux expliquer les dispositions de l'article 175 de la Constitution, une démarche qui dénote tout simplement de leur volonté de mener à bien leur mission. Charles Tatou. Institution traditionnelle regroupant rois, chefs de canton, chefs de tribus et chefs de village. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels a en charge la valorisation des us et coutumes, la promotion des valeurs de paix, de développement et de cohésion sociale, puis le règlement non juridictionnel des conflits dans les villages et entre les communautés. Toutes ces attributions sont des dispositions de l'article 175 de la Constitution ivoirienne. Pour réaliser donc sans reproche ces missions, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels a invité le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Objectif, échanger sur l'article 175 de la Constitution. Ces autorités morales ont voulu que le ministre de la Justice que je suis échange avec eux sur des dispositions constitutionnelles. Mais c'était vraiment des échanges dynamiques. On est allé au-delà de cela, nous avons évoqué plusieurs questions. Et comme je l'ai dit aux rois et chefs traditionnels, le ministère de la Justice est prêt à les aider, à les conseiller pour un bon fonctionnement de la Chambre des rois et chefs qui est une institution de la République qui doit servir l'intérêt général. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels est représentée dans chaque région administrative par un comité régional. Dans l'actualité également, et toujours à Yamoussoukro, on évoque l'atelier organisé par le Trésor public à l'attention des acteurs de recouvrement. Selon une étude du ministère de l'Économie et des Finances, le taux de recouvrement des amendes forfaitaires et judiciaires est encore très faible. Et bien pour revoir les chiffres à la hausse, l'atelier propose entre autres des sanctions contre les contrevenants. Explication Francis Boif. À Yamoussoukro, tous les problèmes liés au recouvrement des amendes forfaitaires et judiciaires ont été soulevés. Il y a des amendes qui ne sont pas prononcées du tout. Et il y a aussi la situation des amendes qui sont prononcées. Elles sont prononcées, mais ne sont pas recouvrées. C'est un problème. Elles sont prononcées, recouvrées, mais non reversées dans les caisses de l'État. Elles sont recouvrées, reversées, et là, deux situations se présentent. Vous savez, il y a des tests qui ont été pris pour les clés de répartition. Donc, il y a le cas où la clé de répartition est respectée et les acteurs ne sont pas satisfaits parce qu'ils trouvent que le taux qui leur est alloué est insuffisant. Il y a aussi le fait que certaines administrations gardent les recettes par devers elles pour leur budget propre
au lieu de reverser pour pouvoir impacter le budget de l'État. Il a été question de la responsabilité des acteurs dans le processus de recouvrement des amendes ou encore des sommes d'argent fixées par la loi au trésor public après qu'une infraction ait été commise. Des propositions. Mettre en œuvre des sanctions à l'encontre des contrevenants. Engager des poursuites contre des personnes qui ne reversent pas dans les délais les amendes recouvrées dans les caisses du trésor public. Parce qu'il est chargé de prononcer l'amende et de mettre à la disposition des autres les documents afférents, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme est un acteur incontournable dans le processus de recouvrement des amendes judiciaires. Les magistrats du parquet en particulier qui exécutent les décisions de justice se mettent en ordre de bataille pour que les actes de recouvrement puissent être établis, puissent être exécutés, puissent être transmis. Nous avons des problèmes de localisation dans nos pays, mais ce que nous demandons et ce que la justice doit faire aujourd'hui en synergie avec le ministère de l'Intérieur et les policiers qui font les enquêtes, c'est de recueillir le maximum d'informations au moment même où le délinquant est appréhendé. Il y a un manque de communication, mais le garde des Sceaux, ministre de la Justice, nous a instruit de communiquer de plus en plus sur l'activité judiciaire. Ces mesures pourraient augmenter le taux de recouvrement des amendes judiciaires. Plus de 131 millions de francs CFA recouvrés entre 2012 et 2016 sur un total de plus de 5,37 milliards de condamnations prononcées sur la même période dans 11 tribunaux. La promotion du civisme fiscal dans tous les secteurs d'activité reste l'objectif visé par le Trésor public. L'État de Côte d'Ivoire poursuit sa politique de prise en charge des victimes des différentes crises ivoiriennes. 6 blessés graves de la crise de 2002 pris en charge au CHR de Korogo ont été évacués ici même à Abidjan, au CHU donc de Cocody, pour des interventions chirurgicales. Après plus d'un mois de traitement, ces malades vont beaucoup mieux et s'apprêtent même à rentrer chez eux. Mais avant, ils ont reçu la visite du ministre de la Solidarité, Mariatou Koné, et le reportage est signé Mamadou Okwasi. Né au CHU de Cocody depuis pratiquement un mois, Sekongo et Yargouman peut désormais marcher normalement. Cette victime de la crise se déplaçait difficilement depuis 2003. Bon, en fait, avant, quand je marchais, mon pied était raide, tout droit. Pour pouvoir même marcher, je cognais les cailloux et autres. Maintenant, j'ai vu que je commençais à plier légèrement la jambe. Je ne cogne plus les cailloux. Oh, oui. J'arrive à marcher un peu bien. Sinon, avant même courir, je ne pouvais pas. Maintenant, j'arrive un peu à me dépêcher. Yargouman n'est pas le seul à retrouver le sourire. Ils sont au total 6 blessés de la crise de 2002. Dont les cas nécessitaient une intervention chirurgicale qui ont été internés au CHU de Cocody depuis la ville de Korogo. Depuis en 2007, j'étais en mission, je me suis perdu une jambe par arme. Avant de venir ici, je souffrais trop parce qu'il y avait sang qui sortait chaque jour que j'ai fait. C'est moi-même je payais les petits produits, fait entretien à moi-même à la maison chez moi à Korogo là-bas. J'ai eu une fracture au niveau de la cuisse gauche et depuis ce temps je me traitais à l'indigénat et Dieu merci aujourd'hui le ministère nous a pris en charge. Ces blessés reçoivent la visite du professeur Mariatou Koné, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Elle est venue s'assurer du bon état de santé de ces 6 victimes de guerre. À chacune de ces victimes, elle a eu un message de réconfort et de soutien, avant de rassurer toutes les victimes de l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à les assister. Chacun dans sa zone va recevoir une prise en charge. Et si ça nécessite une évacuation vers d'autres structures, c'est le ministère de la Santé seul qui est disposé à dire que telle personne doit aller dans telle ou telle structure. Et ce qui fait que parfois nous avons des malades qui vont même à l'extérieur. Nous avons eu des malades qui sont allés, des victimes qui sont allés au Maroc et qui sont allés dans des structures privées. Mais tout cela, c'est sous l'encadrement du ministère de la Santé et demander aux victimes d'être patientes. Après plus d'un mois de traitement, le professeur Ago Serge rassure la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité du bon état de santé des blessés. Les malades ont été pris en charge, nous sommes au stade évolutif et nous attendons de voir la suite de l'évolution. Certains peuvent déjà partir, mais il semblerait que beaucoup veuillent partir tous ensemble. Donc nous sommes dans l'attente d'un convoi. À ce jour, ce sont environ 1000 blessés qui sont totalement pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire pour les soins, ainsi que le transport vers les centres de santé.
La sécurité des biens et des personnes, une autre grosse préoccupation de l'État de Côte d'Ivoire. L'opération Épervier 3, opération de sécurisation qui vise à lutter donc contre la criminalité et le grand banditisme, se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Après les opérations Épervier 1 et 2, eh bien, la police nationale vient de lancer la phase 3, lancement officiel dans la commune de Koumassi. On y va tout de suite avec Abou Sanogo. L'épervier étend ses ailes dans le district d'Abidjan. L'opération Épervier 3 sur Abidjan Sud lancée par la police nationale dans la commune de Koumassi. Ses missions, lutter contre la grande criminalité, les incivilités, la prolifération des fumoirs, les plaques d'immatriculation banalisées, les installations anarchiques des gares routières et lutter contre les vitres teintées. Le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, invite à cet effet ces hommes à plus de professionnalisme. Je voudrais également inviter les unités opérationnelles engagées dans la conduite de cette opération Épervier 3 sur Abidjan Sud à faire preuve de professionnalisme, de courtoisie, d'abnégation et de respecter les principes du travail bien fait au profit des populations et des institutions de la République. Je vous engage à faire une application rigoureuse des dispositions légales et réglementaires en vigueur, afin de contribuer résolument à la quiétude des populations. Pour le premier trimestre de l'année 2018, 1064 fumoirs ont été détruits, 27 gares anarchiques démantelées, 26 898 personnes interpellées, 1646 personnes déférées, 148 vendeurs ambulants déférés et d'énormes quantités de produits prohibés et de drogues saisies. La lutte continue, la traque de malfrats continue. Ils seront traqués jusqu'à les derniers retranchements. Cela offrit à nos concitoyens, à nos populations, des nuits paisibles, des journées agréables et des circulations assurées dans la zone sud et sur tout le territoire du district d'Abidjan. Cette opération qui va mailler spécialement la zone sud au pont Félix Houphouët-Boigny va engager 2000 policiers et gendarmes. Opération Épervier 3, les résultats se font déjà sentir sur le territoire, notamment à Boaké, où les éléments du Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO viennent d'intercepter 54 kg de cannabis. 2 individus ont été mis aux arrêts. Ils ravitaillaient de nombreux réseaux de consommation de drogue, notamment à l'université Alassane Ouattara et dans les grandes écoles de la ville de Boaké. C'est ce que nous explique Kader Sogodogo. Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO Boaké. 2 individus avec des valises. Le décor pourrait bien ressembler à des voyageurs ordinaires. Erreur, ces individus transportent de la drogue, précisément du cannabis, 54 kg au total. Suite à une information anonyme, l'étau s'est resserré autour de l'un d'entre eux, étudiant à Boaké. La perquisition de son domicile a permis de trouver toute cette quantité de drogue. Sa mission, ravitailler certains étudiants de l'université Alassane Ouattara et de certaines grandes écoles de Boaké. Dans les universités et les grandes écoles, à tous ceux qui consomment la drogue et qui vendent la drogue, je leur dis, je leur conseille d'arrêter et ce n'est pas une bonne chose. Oui, je regrette. Les forces de défense et de sécurité basées à Boaké restent déterminées à démanteler tous les réseaux de dealers. Boaké, vous savez, Boaké pour nous, c'est un enjeu. Voilà. Boaké sort d'une crise. Donc nous sommes venus là, c'est pour faire la promotion de la destination Boaké. Voilà, donc il faut déblayer, nettoyer Boaké de tous les déchets pour que les gens puissent venir. Parce que c'est la drogue là-même là, qui nourrit la criminalité. Cette prise s'inscrit dans le cadre de l'opération Épervier 3 qui suit son cours à Boaké. Changement climatique et agriculture, quelles conséquences? Le sujet était au cœur du débat du magazine de ce dimanche 6 mai 2018. Et pour en parler, Hamza Diaby recevait le professeur Atsebois Célestin. Il est le président de l'Association ivoirienne des sciences agronomiques. Extrait. Le changement climatique, d'abord, c'est le changement de la température. Et puis, deuxième chose, c'est les déficits en eau. Les déficits en eau qui sont très importants parce que là, on parle il y a la pluviométrie qui baisse
soit les pluies sont décalées, ce sont ça les éléments du changement climatique. Et les impacts sur l'agriculture, c'est très important. D'abord, dans un premier temps, si vous n'avez pas d'eau, vous ne pouvez pas cultiver, ou vous commencez à cultiver, vous vous rendez compte que vous avez planté, il n'y a plus d'eau pour arroser. Ça, c'est le deuxième problème. Troisième chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a aussi un certain nombre de parasites, d'insectes, qui ont commencé à proliférer parce qu'il y a une augmentation du niveau de la température et ils ne sont plus dans leur zone, ils sont déplacés dans les zones où avant ils n'étaient pas. Donc il y a aussi des insectes ravageurs qui ont commencé donc à planter. Il y a même aussi un certain nombre de plantes, je peux dire, des plantes sauvages qui ont commencé maintenant à se développer dans certaines régions. L'une des premières solutions, c'est qu'il faut repenser quasiment l'agriculture. Ce n'est pas l'agriculture de subsistance que nous avons, l'agriculture familiale, où on a besoin d'attendre la pluie maintenant avant de faire l'agriculture. Il faut repenser parce que la pluie n'est plus au rendez-vous comme il faut. Et la troisième et dernière, et surtout la solution, c'est comme dit les pratiques culturelles. Donc il faut adapter les pratiques culturelles parce que avant je sème peut-être au mois de janvier, il fallait pas semer, il faut en semer plus tard. Donc ça, il faut les pratiques culturelles. On poursuit avec la semaine de l'Europe qui sera célébrée dès demain, donc du 7 au 18 mai. Et cette semaine est à sa 3e édition. Elle consiste à communiquer sur les actions de l'Union européenne en faveur de la Côte d'Ivoire. C'est aussi l'occasion de faire le point de la coopération entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire en vue donc d'envisager de nouvelles perspectives. Conférence de presse pour annoncer l'événement. C'était il y a quelques jours et Justine Seydjike y était pour RTI. La Côte d'Ivoire et l'Union européenne célèbrent leur coopération à travers une semaine du 7 au 18 mai marquée par un festival du film européen, des journées portes ouvertes dédiées à l'exposition des projets financés par l'Union européenne au bénéfice des populations ivoiriennes, par la signature d'une convention dans le secteur de l'énergie et des panels consacrés à l'emploi, à l'électrification rurale et au foncier rural. Ce sera aussi et surtout l'occasion de faire le bilan des années de coopération et d'envisager des perspectives. Nous soutenons la Côte d'Ivoire dans à peu près tous les domaines. Quand on fait le bilan, c'est assez impressionnant. Aujourd'hui, nous sommes surtout orientés sur le soutien au secteur social, que ce soit à travers l'agriculture, que ce soit à travers l'accès à l'énergie électrique et également à travers, d'une façon générale, la santé publique et en y ajoutant les routes et la coopération directe avec l'État à travers des appuis budgétaires. Nous sommes à une période charnière. L'accord de Cotonou, qui est la base juridique qui fonde les relations des États ACP et avec l'Union européenne, finit en 2020. Donc nous sommes dans une période de renégociation des nouvelles relations avec l'Union européenne. Donc il est bon déjà de faire ce bilan et partager cela avec la population ivoirienne. La Semaine de l'Europe en Côte d'Ivoire est à sa 3e édition. Elle intervient à l'occasion de la Fête de l'Europe célébrée le 9 mai en commémoration de la déclaration de Schuman du 9 mai 1950 marquant l'acte de naissance de l'Union européenne qui regroupe 28 pays. Et je vous propose de faire le tour de l'actualité internationale en 7 jours. Ce sera avec Olivier Riebi et Gabriel Zani. La Cour constitutionnelle gabonaise a mis fin lundi au pouvoir de l'Assemblée nationale et a exigé la démission du gouvernement. Pour elle, les autorités n'ont pas été en mesure d'organiser les élections législatives dans le délai imparti de fin avril. 3 jours après la démission de l'ancien gouvernement, un nouveau gouvernement a été mis en place au Gabon vendredi soir. Au Kenya, le mardi 1er mai est placé sous le signe de la réconciliation. Le président Uhuru Kenyatta et le chef de file de l'opposition, Raila Odinga, se sont retrouvés lors des cérémonies officielles. L'opposant a profité pour annoncer la fin de sa campagne de désobéissance civile et du boycott de plusieurs entreprises qu'il avait accusées d'avoir participé au trucage de la présidentielle d'août 2017.
Un attentat a visé mercredi matin la haute commission électorale libyenne. 2 kamikazes ont infiltré le bâtiment de la commission électorale et se sont fait exploser au milieu des employés. Le bilan de ces attaques fait état de 12 morts et 7 blessés dans un communiqué diffusé par son organe de propagande Hamak. L'État islamique a revendiqué l'attaque. Près de 100 morts et 143 personnes blessées lors de violentes tempêtes de sable en Inde dans la nuit de mercredi à jeudi. Des vents à plus de 130 km/h ont soufflé sur le pays selon les autorités de gestion de catastrophes. La plupart des morts ont été causés par des chutes d'arbres ou de murs ayant cédé sous la pression des vents. Muharrem İnce est le candidat à l'élection présidentielle du principal parti de l'opposition turque, le CHP. Il a été officiellement désigné le vendredi par son parti. C'est donc le député de la formation kémaliste qui va affronter Recep Tayyip Erdogan aux urnes de la présidentielle anticipée du 24 juin prochain. Le député de 54 ans est connu pour être l'un des plus intraitables opposants du chef de l'État. Le principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny, a été arrêté par la police samedi à Moscou lors d'une manifestation non autorisée. La manifestation organisée à 2 jours de l'investiture de Vladimir Poutine pour un 4e mandat présidentiel a entraîné des échauffourées entre les partisans de Navalny et des militants pro-Kremlin. Plusieurs militants de l'opposant russe ont été également arrêtés au cours de ces manifestations. Ils sont plus de 5,4 millions de Tunisiens à être appelés aux urnes ce dimanche pour les premières élections depuis la Révolution. Depuis 2011, les municipalités sont dirigées par des délégués spéciaux nommés par le pouvoir central. Ces élections marquent donc le début d'une nouvelle ère pour la démocratie en Tunisie. Voilà, un commentaire de Gabriel Zané qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur nos antennes.